Ce n'est pas facile de raconter la musique. Salut mon vieux, tu me reconnais? Hein? Ça, c'est à moi que tu parles, là? Quel est le rôle des femmes dans ce monde d'hommes? Amuser, et puis on prendra le pouvoir quelque part. Moi, je veux le pouvoir maintenant, quoi. Coucou, donc nous on est l'équipe Saraswati. Aujourd'hui on se retrouve pour notre première table ronde. On a environ 8 participants qui vont vous présenter un objet culturel qui leur a plu, vous raconter un bout de l'histoire. Bonne écoute! Moi j'ai choisi de présenter un livre qui s'appelle Le Maître des Illusions de Donna Tartt. C'est une autrice qui a écrit beaucoup de livres, notamment le Chardonneret. Alors Le Maître des Illusions il est surtout très connu sur TikTok ou Instagram parce qu'il est très beau en anglais, ça s'appelle The Secret History. C'est un peu comme ça que j'ai découvert en vrai, donc oui j'ai lu un livre TikTok. Tous les Colin Hoover vous pouvez jeter à la poubelle. Pour ce qui est de l'histoire, c'est un jeune homme qui vient de la campagne des États-Unis et qui débarque dans une grande université, en tout cas une université de renom par rapport à l'endroit d'où il vient. Il a détesté l'année précédente qu'il a faite, enfin il a fait médecine, et en fait ça lui correspondait pas du tout. Mais là-bas il a pris des cours de grec. Alors pourquoi, je sais pas non plus. Il débarque dans cette université, il cherche à se faire des postes, et il sait pas trop comment s'y prendre. Il y a un groupe d'élèves qui sont hyper charismatiques, on dirait un peu des populaires type collège. Voilà, pour vous donner une idée, mais tu sais pas pourquoi. Tout le monde les trouve fous, c'est les gens populaires, mais ils sont potes avec personne. Il est un peu attiré par ce groupe et il apprend qu'en plus c'est le groupe qui fait grec. Et il y a que 4 élèves dans l'établissement qui font grec, parce que le prof est apparemment très sélectif. Il voulait prendre l'option grec, il va voir ce prof, et ce prof lui dit « Bah non, je suis désolé, je vous prends pas, enfin c'est réservé à l'élite ». De fil en aiguille, il arrive à intégrer cette classe, et il se retrouve à devenir ami avec cette joyeuse équipe. Si je parle de ce livre, c'est parce que je trouve que c'est un peu la saison parfaite. C'est un livre Dark Academia. En gros, c'est le cliché des livres que tu lis avec un meurtre. Tu sais qu'il y a un meurtre. Généralement, au début du livre, tu sais qui est mort. Tu sais que c'est un des personnages principaux, mais tu sais pas pourquoi. La première partie du livre, là, elle raconte le début de l'histoire jusqu'à la mort d'un personnage. Et la seconde partie, c'est comment cacher ce meurtre, qui l'a tué, pour quel motif. C'est super intéressant parce que Dark Academia, c'est l'ambiance d'un campus américain, avec la neige ou les feuilles du début d'automne. À la limite du macabre où genre tu vas à la librairie, tu mets ta petite lumière, tu mets ta petite musique classique, enfin c'est très... Je trouve que c'est la saison, moi j'aime bien, s'il y en a qui veulent aller à la bibliothèque de l'ENS d'Hydro. Bon je vais pas spoiler mais toute la première partie, elle est remplie de références. En fait il faut savoir que Donna Tartt elle met 10 ans à peu près à écrire un livre à chaque fois. C'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on sent qu'il y a une attention aux détails et que chaque personnage est vachement travaillé. Parfois il y a plein de non-dits, en fait tu te remets à remettre en cause le narrateur qui je trouve est pas souvent présent dans un livre. Et aussi parce que bah en vrai c'est Dark Academia, genre j'avais envie de lire un livre où les gens me donnaient envie de travailler et de faire du grec alors que ça a l'air horrible parce qu'il y a un meurtre et qui n'aime pas les meurtres. Bah, c'est hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui raconte un bouquin qu'on connaît. Moi j'ai pas lu l'histoire mais j'avais une amie qui m'en avait parlé. Donc j'ai tout de suite compris que c'était de cette histoire dont tu parlais et c'est marrant d'avoir du coup pas le même point de vue parce que je connais pas l'histoire mais j'ai 2 personnes différentes qui m'en ont parlé et qui ont pas mis l'accent sur les mêmes choses. Ah ouais, t'avais dit quoi ? Elle m'avait parlé, alors je sais pas si c'est la même chose, mais elle m'avait parlé d'orgie, de trucs. Oui, ils s'entraînent au sacrifice grec. Oui, voilà, c'était un truc un peu macabre comme ça. Voilà, bah Dark Academia, hein, j'aimerais trop qu'il soit adapté en film. Salut, moi c'est Alia. Pour me présenter, je pense que je peux commencer par dire que j'aime trop les chats. Pas un livre que je vais présenter, c'est plus un film. Peut-être que vous le connaissez déjà, moi je le connaissais pas du tout et je l'ai découvert il y a 2 semaines. Ça s'appelle Into the Wild. C'est un jeune homme qui a fini ses études. Son prénom, c'est Christopher McCandless. En fait, lui, son rêve, c'est pas directement d'aller se caser dans une entreprise, mais c'est de partir à l'aventure et d'aller vivre dans la nature avec une certaine liberté. Il s'en va sans prévenir sa famille et il va finir par faire plein de rencontres, des hippies surtout, et des personnes donc qui vont finir par s'attacher à lui au fur et à mesure. Mais lui, il recherche une vie un peu de solitude. Il va continuer en fait de voyager et un peu de prendre des risques aussi. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce film, même si j'étais un peu dans l'incompréhension au départ, parce que en fait il avait une vie toute tracée et il a préféré vraiment aller dans l'inconnu. Finalement, il va finir par vivre seul.
il va être confronté à devoir se trouver de la nourriture tout seul, faire face au froid. C'est vraiment des conditions extrêmes. Donc en fait, on voit vraiment la grosse différence entre une vie assez confortable avec ses parents qui l'aident financièrement, un travail qu'on pourrait penser qui va le combler, hein. Et au final, lui qui part complètement à l'aventure. Mais en tout cas, moi, ça m'a un petit peu troublée à la fin parce qu'en fait, je m'attendais pas du tout à ce qui allait arriver. Donc c'est un peu difficile d'expliquer sans spoiler. Déjà, j'ai vraiment trouvé magnifique les images, les animaux. En me mettant à la place du personnage, je pense pas être capable de faire autant, de complètement partir. Ah oui, j'avais juste un truc à ajouter. En fait, il est parti, d'après ce que j'ai compris, il était quand même en quête d'une paix intérieure qu'il avait pas quand il était en société. Est-ce qu'il l'a trouvé ? Regardez le film. Je me demande si... en fait, comment tu le décris, ça me fait penser à un documentaire. Du coup, je sais pas si c'est un documentaire ou si c'est un vrai film fiction ou... Alors en fait, au début, je pensais que c'était une histoire complètement inventée. C'est vrai qu'à la fin du film, on explique que c'est une histoire vraie. Que ça, c'est vraiment... Ah oui, mais genre ils ont reproduit l'histoire vraie, genre. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je sais que dans ce film, il est dans une sorte de caravane. Oui, voilà, c'est ça. Mais pendant longtemps, tu pouvais aller dans la forêt où il a habité. Et il y avait toujours sa caravane. Et les gens se prenaient en photo, un peu comme lui, se prenaient en photo. Comme tu peux voir devant l'affiche. C'est pas la première à me parler de ce film, j'ai une de mes copines qui est très très fan du film. Elle m'avait raconté que c'était un petit peu ce film qui lui avait donné envie de pas rester forcément dans une vie toute tracée et justement qu'elle avait envie de découvrir plein de choses et d'avoir plein d'expériences et de voyager et de se confronter à l'inconnu, comme tu dis, et à se mettre en danger pour... du coup je connais la fin. Mais du coup c'est... se mettre soi-même en danger, mentalement et physiquement pour repousser un peu ses limites. Et en vrai, je trouve ça trop intéressant. Il est vraiment livré à lui-même, quand même. Donc, je sais pas, moi je trouve que c'est bien, mais avec du soutien, c'est encore mieux quand même. En vrai, je trouve que c'est ça qui est bien, le fait qu'il soit tout seul aussi. Après, je sais pas si je pourrais le faire, mais dans le principe, le fait d'être tout seul, t'es vraiment face à toi-même, quoi. Mais lui, c'est ce qu'il cherchait. Après, c'est ce que tu cherches aussi. C'était son rêve. Ouais. Donc, en fait, il a vraiment suivi son instinct. Salut, moi c'est Annette. Pour me présenter rapidement, moi je décore mes chiottes avec des posters de chanteurs de toutes les époques, des grands Freddie Mercury. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un groupe qui est dans mes chiottes. C'est Joy Division et ça a été ma première claque musicale dont j'ai conscience de ma vie. En 2016, quand la première saison de Stranger Things sort, c'est vraiment pas très original. On peut dire ce qu'on veut sur Stranger Things, c'est quelque chose qui est devenu très commercial, avec plein de goodies un peu partout. Mais leur bande-son est exceptionnelle pour ceux qui sont férus de musique des années 90, post-punk, etc. Et moi, je découvre dans un épisode de la saison 1 un morceau qui me met un peu en transe. Je me demande ce que c'est, du coup je vais chercher à la fin de l'épisode. Et c'est Atmosphère de Joy Division. C'est un morceau extrêmement pesant. C'est peut-être le plus pesant de Joy Division. Un des plus connus, mais les membres du groupe ne l'aiment pas trop parce que il est souvent affilié à une ambiance un peu macabre. Ils disent que parfois, à des enterrements, des gens fans de Joy Division décident de choisir ce morceau. Pour mettre dans le contexte, Joy Division, c'est un groupe qui a pas vécu très longtemps. Il a vécu 3-4 ans, mais il a changé l'histoire de la musique sans le vouloir. Donc on n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est un des groupes qui a eu le plus d'influence dans l'histoire de la musique punk, post-punk, des années 80. Quand j'écoute ce morceau après, dans ma chambre, la nuit, dans mon petit lit à Marseille, je me rends compte que là je fais face à un groupe, à une musique que je connaissais pas du tout, à un style que je connaissais pas du tout, et du coup je décide de me documenter dessus, sur le post-punk. Et alors là, j'ai découvert des dizaines et des centaines de groupes des années 80,
Du coup, Joy Division, c'est un groupe qui m'anime encore, 6 ans après. Et là, par exemple, je suis en train de faire une écriture d'un documentaire audio sur Joy Division, leur histoire, parce qu'elle est pas connue de tous, et pourtant, ça a vraiment, pour moi, chamboulé ma vie, on va dire. Parce que voilà, c'est la première claque musicale dont j'ai conscience. J'écoutais énormément de groupes qui me plaisaient à l'époque, les Nirvana, les Grands Police et tout ça j'adorais. Mais là, c'est vraiment la première fois où je fais « Oh, ça c'est de la musique ». Du coup voilà, Joy Division, j'avais besoin d'en parler. Pour ceux qui connaissent pas, attention, c'est pas le plus joyeux. On n'est pas trop Joy Division en été sur une plage, mais voilà, c'est bientôt, il va bientôt faire froid. On va avoir envie d'être dans un film. Donc voilà, tous ceux qui finissent à 20h, écoutez Joy Division dans le tram, dans le métro, c'est excellent. Des grosses basses, des grosses guitares qui viennent un peu te mettre en transe, encore une fois. Mais voilà, donc c'est du post-punk, c'est les années 1976-80. C'est, donc pour ceux qui connaissent pas le post-punk, bah du coup c'est un groupe de Manchester. Manchester, dans l'histoire de la musique, ça a révolutionné tout plein de milieux. Et on a énormément de groupes qui viennent de Manchester, les Sex Pistols viennent de Manchester, les Buzzcocks viennent de Manchester, et Joy Division vient de Manchester. Donc c'est des gens, des prolétaires, d'un milieu post-industriel. Du coup, la seule façon de fuir cet environnement, c'est la musique. Et Joy Division est passé par là. Ils ont révolutionné, sans faire exprès, la musique. J'ai envie de réagir. Déjà, je suis trop contente que t'en parles parce que, genre, je pense que Annette, si elle pouvait se présenter, elle présenterait aussi Joy Division dans sa personnalité. Mais moi, je me demandais, à titre vraiment technique, quand tu dis qu'ils ont révolutionné, c'est quel a été le truc qui après a influencé tous les autres? Moi, je dis qu'ils ont révolutionné déjà par tout l'environnement d'où venait Joy Division. Ils sont arrivés dans le label Factory Records, qui est un des plus gros labels de musique de Manchester de ces années-là. Et ce label-là a participé à la révolution de la musique qui venait de Manchester, et avec des groupes comme New Order qui vont arriver après Joy Division, donc c'est les mêmes membres sans le chanteur. Et en fait ils ont révolutionné dans la façon de voir la musique, dans la façon d'écrire la musique, c'est-à-dire que par exemple jusqu'à présent ce qui menait un groupe de musique, c'était le guitariste et le chanteur. Ici, c'est la basse et le chanteur. Du coup, c'est plein de petits détails de musique qui ont fait que les gens n'ont jamais vraiment entendu ça. Et on se dit, waouh, ok. Parce qu'on se dit, Nirvana a révolutionné la musique dans les années 90. Ils ont fait que des jeunes se sont reconnus dans la musique. Joy Division l'avait fait 10 ans avant pour les gens de Manchester. C'est trop intéressant. En plus, ça se voit que tu maîtrises trop le sujet et tout, c'est trop bien. T'es passionnée, genre, tu sens, Moi j'ai une petite anecdote, parce que moi je suis pas du tout calée en musique, mais mon prof d'histoire de terminale était super calé en musique, mais surtout l'histoire de la musique depuis on va dire les années 50. Et il nous avait fait, à la fin de l'année, on avait terminé le programme, c'est jamais arrivé de ma vie, mais en terminale c'est enfin arrivé. Il nous avait imprimé je sais plus une dizaine de pages avec des groupes de chacun des mouvements musicaux et tout. Et je me rappelle de Joy Division, il avait particulièrement appuyé dessus. Et du coup, moi je reconnais rien à la musique, mais tu vois le nom, ça m'a rappelé alors que ça fait genre 1 an et demi que c'est fini les cours de terminale, mais du coup voilà, petite anecdote, mon prof d'histoire qui mettait des sales notes mais qui était calé en musique, ça c'est sûr. Et du coup j'ai une anecdote. Vas-y. Quand t'as dit que Stranger Things et tout c'était trop bien la bande son, ça m'a rappelé parce que moi c'est grave pas ma cam, mais genre je m'étais pris une claque alors que cette chanson elle est très connue mais moi je connaissais pas, genre mes parents c'était tout leur délire. Genre Should I Stay or Should I Go, genre clairement c'est dans l'épisode là, tu sais ils sont sur le canapé et après ils sont dans la voiture, vous voyez. Et genre je me rappellerai à ma vie de cette scène juste à cause de la musique parce qu'en soi la scène bon ils montent dans une voiture quoi. Et voilà, du coup j'ai bien aimé. Tu te souviens dans quel épisode c'est? Ah non, je sais pas du tout, mais c'est quand ça commence à partir en cacahuète. Okay. Quand il y a des petites guirlandes et des lettres contre les murs, pour ceux qui n'ont pas vu, mais pour ceux qui ont vu. Okay. Voilà. Donc c'est saison 1, il y a ce gros morceau qui termine un épisode. Et pour tous ceux qui aimeraient se documenter sur Joy Division, il y a un biopic qui est, selon pour beaucoup de gens, même du milieu du cinéma, un des meilleurs biopics. Donc c'est sur Joy Division et le chanteur Ian Curtis. Et ça s'appelle Control, sorti en 2007. Et c'est excellent. Par exemple, à la fin du film, vous entendrez Atmosphère du groupe. Alors moi c'est Mathis, moi je suis la personne enrhumée là pendant tout le podcast, donc si jamais vous entendez des bruits de reniflement ou autre, c'est moi. Je voulais vous parler d'un livre, et c'est un peu une arnaque parce que je lis très peu de livres, mais c'est un livre qui est écrit par Serge Chalandon. Serge Chalandon c'est un journaliste et écrivain donc français qui a travaillé pour Libération notamment. C'était un reporter de guerre, et récemment il a sorti un livre qui s'appelle Enfant de salaud, donc qui parle de la vie de son père pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et c'est pas de celui-là dont je vais vous parler, mais il est super, c'est du Quatrième Mur. Alors le Quatrième Mur, c'est un roman qui se passe pendant la guerre du Liban. Ça se passe dans les années 70-80, c'est un conflit un peu compliqué avec plein de communautés qui s'affrontent. Et nous on va suivre en fait l'histoire d'un alter ego de Sir Chalandon qui s'appelle Georges. Faut savoir que Sir Chalandon, lui, il a été reporter de guerre pendant ce conflit, donc il a vu en fait la guerre du Liban. Donc Georges dans le livre, c'est un étudiant en théâtre, un peu de gauche, etc., qui va rencontrer un metteur en scène grec, juif, qui a donc fui la dictature en Grèce. Ce metteur en scène, lui, il a un projet, c'est que donc il est au courant de la guerre du Liban, etc. Et en fait, il a envie de monter une pièce de théâtre, Antigone de Jean Anouilh, avec une personne de chaque communauté qui s'affronte. Donc en fait, l'idée, c'est de faire une sorte d'entrave en fait dans la guerre pour laisser pendant 2 heures en fait des acteurs jouer, se parler, etc. Le problème, c'est que Samuel donc tombe malade. Et en fait, il a un cancer et donc il peut plus poursuivre son projet. Et donc il va le confier en fait à la seule personne dont il est encore en contact, c'est-à-dire Georges. Donc Georges part au Liban, doit en fait discuter avec tout plein de gens qui sont de toutes communautés différentes et qui globalement s'entendent pas du tout pour essayer en fait de justement trouver des personnes pour monter cette pièce. Donc spoiler, il réussit à trouver des personnes et finalement en fait commence les répétitions, etc. malgré les tensions. Je vais faire un petit aparté du coup historique très rapide, mais en gros, pour la guerre du Liban, il y a 2 camps entre guillemets principaux qui s'affrontent. C'est d'un côté les réfugiés palestiniens, donc qui sont réfugiés au Liban depuis les conflits israélo-palestiniens, et il y a un camp, c'est les chrétiens maronites qui sont plutôt soutenus par Israël. Voilà, je vais pas détailler plus parce que c'est très compliqué et je suis pas du tout capable de le faire, mais en gros voilà, c'est les 2 camps qui s'affrontent principalement sur la guerre du Liban. Et donc il y a une énorme tension entre justement les personnages du coup qui représentent entre guillemets ces camps dans la pièce, bien que en fait c'est aussi ça, c'est que c'est pas des miliciens dans la pièce, c'est vraiment des personnes qui sont issues des communautés plus que des groupes politiques. Donc il y a des tensions, mais ils réussissent quand même à répéter. La pièce peut se jouer, sauf que il se passe qu'en fait la pièce de théâtre elle est rattrapée par la réalité, par l'histoire, et que donc en septembre 82 il y a une opération militaire qui est organisée par Israël et qui en fait consiste en fait l'invasion du Liban. Donc ça met un petit coup d'arrêt à la pièce, d'autant plus que il se passe quelque chose qui est vraiment très important dans la guerre du Liban, ça va être les massacres de Sabra Shatila. Les massacres de Sabra Shatila, c'est des camps de réfugiés palestiniens qui vont être en fait attaqués par des milices du coup chrétiennes maronites et avec un soutien assez particulier en fait de la part d'Israël. Je vais m'arrêter là pour du coup raconter l'histoire parce que sinon ça va vraiment divulgacher beaucoup. Déjà que j'en ai dit pas mal, mais en fait je trouve que ce livre il est vraiment très intéressant. Moi il m'a vraiment bouleversé et je pense que c'est un des seuls livres qui m'a genre autant bouleversé en tout cas à ce point parce qu'en fait il dit beaucoup de choses. Le travail en fait qui est particulièrement intéressant je trouve dans ce livre, c'est en fait tout le travail sur la naissance en fait de la violence, sur une réflexion en fait sur la violence, de comment on part de personnes, de communautés et que tout ça crée un enchaînement, jusqu'à arriver en fait à une telle violence parce que c'est assez monstrueux ce qui s'est passé là-bas. Et c'est vraiment toute cette réflexion-là qui je trouve est vraiment hyper intéressante et c'est aussi de voir comment la littérature en fait réussit à traiter cette violence-là et en fait essayer de entre guillemets la soigner parce que Sir Chalandon lui quand il écrit ce livre il a le dit plusieurs fois en interview, c'est comme une thérapie en fait, c'est une façon en fait de digérer pour lui en fait cette histoire qu'il a vue et qui est assez terrible et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant en fait de manière générale comment les processus créatifs en fait souvent ils disent beaucoup de choses de la santé mentale ou de l'expérience en fait qui sont arrivées aux personnes qui la produisent. Je pense que notamment justement en fait, ça relie à ce qu'a dit Annette sur Joy Division, alors avec tout ce truc un peu mélancolique etc, ça a aussi dit beaucoup de choses sur les personnes qui font la musique, sur toutes les œuvres etc, dit beaucoup de choses en fait sur leurs auteurs et voilà c'est pour ça que je voulais en parler, je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment ce processus artistique là il fait retranscrire en fait la personnalité des personnes. J'ai une petite question, tu l'as découvert comment ce livre? C'est une amie qui m'a conseillé parce que c'est un de ses livres préférés et du coup c'est devenu un de mes livres préférés. En fait ça a l'air super intéressant mais en même temps hyper déprimant. Ouais c'est pas hyper marrant, non, c'est un peu triste vraiment. À lire en écoutant Joy Division peut-être. Ouais voilà, je pense que c'est un duo de trucs un peu. En plus c'est un peu la même époque à peu près donc, oui, ça se relie, en vrai ça se relie pas mal. Et Joy Division effectivement, le chanteur qui écrivait les musiques n'était pas le plus heureux. Voilà donc t'as tout à fait raison Mathis. J'ai lu pareil un des rares livres d'école que j'ai aimé. C'est une pièce de théâtre qu'on m'a fait lire qui s'appelle Incendie et ça parle aussi de la guerre du Liban. Et c'est incroyable. C'est Mila. Pour me présenter, je dirais que j'aime beaucoup mon appartement déjà dans lequel on est. J'aime beaucoup mes amis, j'aime beaucoup le calme. Enfin, ma paix intérieure est très importante pour moi et c'est ce que je retrouve pas mal dans mon appartement et avec mes amis et voilà. C'est un petit lien avec ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. C'est une série de podcasts qui s'appelle Les Pieds sur Terre et qui est un petit peu la série de podcasts avec laquelle je suis rentrée dans le monde du podcast et qui m'a donné envie de faire des podcasts. Donc c'est une série de Sonia Kronlund.
En gros, c'est des petits podcasts de 20-30 minutes, donc c'est trop bien à écouter dans les transports, quand on va en cours le matin, quand on sort de cours le soir. C'est extrêmement large, tous les sujets qui sont abordés. C'est des gens qui racontent une partie de leur histoire ou quelque chose qui les a marqués dans leur vie, sur un thème qui lie un petit peu toutes les personnes entre elles. Et je trouve ça trop intéressant de découvrir un petit peu toutes ces pans-là de personnes que j'aurais pas forcément imaginé parce qu'il y a vraiment des sujets que je connaissais pas du tout. Un épisode que j'aime bien s'appelle Les cœurs brisés et je trouve que c'est vraiment typique des Pieds sur Terre. Enfin, c'est un peu triste, mais c'est des personnes qui racontent en gros à quel moment ils ont senti leur cœur se briser dans leur vie. Enfin, je sais pas, je trouve ça joli la manière dont ça les lie entre elles et dont ça... Et ça fait du bien aussi parfois d'écouter... des gens qui peuvent partager les mêmes sensations que nous. Parfois on a l'impression qu'on est les seuls à les ressentir et que ça partira jamais et au final y a d'autres personnes qui les ressentent aussi et c'est ok et voilà. Moi du coup je connais ce podcast, je l'écoute pas tout le temps. Il y avait un premier où c'était, je sais plus globalement le titre ou quoi, mais il y avait une petite qui intervenait, elle avait 10 ans et elle donnait sa définition du sens de la vie. Et c'est un peu bête comme truc, mais elle avait 10 ans et elle a dit des choses dont tout le monde peut se représenter, dans lesquelles tout le monde peut se représenter, tout le monde comprend et tout le monde faisait « Ah bah oui, elle a raison ». Le deuxième podcast que j'avais écouté, c'était sur une dame qui racontait l'histoire de son amour qu'elle connaissait depuis le lycée. Et elle raconte comment il lui a menti sur toute la ligne depuis des années. Et cet épisode s'appelle « L'imposteur » et c'est excellent. Et à la fin, tu fais « Waouh, mais qui sont les gens autour de moi ?» Voilà. Il y a une série de podcasts qui s'appelle Passage. Mais en gros, c'est l'histoire pareille d'un gars, mais vraiment, qui ment sur toute la ligne. Genre, en gros, sa vie, c'est d'avoir plusieurs meufs en même temps. Mais genre, il fait rien d'autre. Genre, il est génial. Et je recommande parce que moi, j'aime très peu les histoires en podcast parce que je trouve que des fois, soit ça fait trop interview. Et là... que c'est une fiction, mais une fiction où la personne, elle rentre tellement bien dans le rôle que c'est génial. Ça s'appelle Serial Mytho, effectivement. Moi, je voudrais vous présenter un roman qui s'appelle La joueuse de Go, de Shan Sa. C'est une autrice chinoise qui écrit dans les années 70, je crois. Elle raconte l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui habite en Mandchourie, dans le Manchukuo. Donc ça se passe pendant la guerre sino-japonaise. Elle est censée se marier en fait, trouver un mari et se marier le plus rapidement possible. Mais elle veut à tout prix éviter ça. Voilà, sa passion c'est de jouer au Go. Elle est très très forte à ce jeu, mais c'est un jeu plutôt masculin, donc elle se retrouve à la place des 1000 vents, c'est la place de sa ville, avec que des hommes. Et en fait elle les terrasse tous, enfin elle est très très forte. Et un jour elle rencontre 2 garçons pendant un genre de révolte des Chinois contre l'occupant japonais. En fait, il s'avère que c'est à cause d'eux que la révolte a lieu, c'est vraiment les organisateurs de cette révolte anti-japonaise. Et donc elle va tomber amoureuse des deux, il y a un peu une histoire, une romance autour de ça. C'est pas très cool ce qui se passe pour eux. Et à partir de la moitié du livre, elle va rencontrer un soldat japonais qui lui fait un peu son service militaire du coup en Mandchourie. Il est censé être espion pour l'armée japonaise et vu qu'il est assez fort au Go, il va aller jouer sur la place des 1000 vents avec tous les autres joueurs au Go pour un peu espionner les dissidents. Et il va rencontrer cette fille avec qui il va jouer tout le temps en fait. Ils vont tout le temps se retrouver chaque jour à 1 heure pour jouer. Elle sait pas qu'il est japonais et lui, il sait pas trop non plus qui elle est. Ils vont juste jouer et donc il y a une histoire comme ça, ils vont tomber amoureux mais ils se parlent jamais, en fait ils jouent juste au Go. Et du coup, ils ont chacun un peu leur vie de leur côté. Chaque chapitre, ça raconte l'histoire, enfin la vision d'un des personnages. Alors j'ai bien aimé le fait que ce soit en parallèle avec la guerre sino-japonaise du coup, parce que ça rejoint un peu l'histoire, et j'aime bien cette histoire, etc. Et puis ça montre finalement que les deux sont victimes de la guerre d'une façon différente. À la fin, c'est vraiment tragique parce que ça se met très mal pour les deux. Et ouais, j'ai pas trop aimé la fin parce que c'est vraiment triste, c'est pas du tout une happy end. Donc, je veux pas spoiler du coup, donc voilà. C'est pas mon livre préféré clairement, mais j'ai bien aimé quand même du coup. Et puis je me suis dit, vu qu'on fait, il y a beaucoup de monde qui fait des méocs ici, et ça peut intéresser les gens. Bisous à tous les bacs. Voilà.
Enfin, je trouve qu'en tant qu'Européens, on a une vision trop occidentale même de la littérature, qu'on lit pas assez de trucs qui nous ouvrent Oui, à d'autres c'est pour ça que j'ai cultures, ça. tu vois. Donc ça, vraiment, j'ai bien aimé, ça m'a donné envie de le lire. Bon, bah, pour rester dans l'univers chinois, on va In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Bah, pareil, t'as deux personnes qui se croisent tout le temps et qui tombent. On sait pas s'ils sont amoureux ou si juste ils sont là intrigués l'un par l'autre. Et moi, j'aime bien ce genre d'histoire. Moi c'est Lise. Pour me présenter, tout le monde a dit un truc qu'il aimait. Bah, moi j'ai dit un truc que j'aime pas. C'est les serpents. J'aime beaucoup les mangas. J'en ai consommé vraiment des centaines. Dans le mauvais sens du terme, j'utilise le mot consommer parce que du coup on prend pas l'œuvre pour ce qu'elle est, mais genre on le lit parce qu'on a envie de lire un truc et voilà. Enfin au départ je voulais présenter un manga, mais je me suis dit non, parce que personne n'a présenté une série, donc pourquoi pas. C'est Les Demoiselles du téléphone. Et du coup l'histoire elle se passe sur plusieurs années, mais au début c'est juste avant la crise des années 30 et ça se passe dans la première entreprise de téléphone à Madrid. Et en fait, on va suivre le destin de 4 puis 5 jeunes femmes. Le personnage principal, c'est Lydia. Et Lydia, c'est un peu une femme mystérieuse. Au début, on sait pas trop si elle est gentille, si elle est méchante. Elle va se retrouver en plein milieu d'un triangle amoureux. Mais même si l'histoire tourne beaucoup autour de ça, moi, c'est pas ce qui m'a intéressée le plus. C'est plutôt le contexte historique, enfin l'émancipation de la femme qui peut se faire via plein de canaux différents. Lydia, elle va le faire entre guillemets, en utilisant les hommes. Il y en a une, ce sera contre la soumission de son mari. Il y en a une autre, ce sera contre les dictats de la haute société. Elle va travailler parce qu'elle ne veut plus être dépendante de son père aristocrate. Et il y en a une autre, elle va le faire parce qu'elle vient de la campagne et qu'en fait, elle a envie de découvrir autre chose que le carcan rural de ce qu'on lui dit, se marier, etc. Et même si elles vont nouer des liens avec des hommes, le plus important, c'est vraiment la solidarité féminine. Et la dernière saison, qui pour moi est la plus intéressante mais la plus tragique, ça se passe pendant la guerre civile en Espagne. Et du coup, moi j'ai beaucoup aimé cette série parce qu'il y a à la fois de l'intrigue, des meurtres, on veut savoir qui est le coupable, ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi les personnages se connaissent mais ne veulent plus se parler. Il y a tout aussi des questions de crise économique, relations avec l'international. On aborde ce que c'était les asiles de fous, des familles aisées enfermées leurs jeunes femmes un peu trop à vouloir faire ce qu'elles veulent dans des asiles psychiatriques. Enfin, ça aborde plein de sujets. Mais moi j'ai regardé Why Women Kill. J'y ai pensé. Et ça, enfin la saison 2 est nulle, qu'on se le dise. Je sais pas si je l'ai regardée, elle est nulle. Mais en gros, c'est juste c'est ce que tu racontes, genre les trucs des dilemmes, des femmes qui un peu sont en mode empowerment et tout. Mais beaucoup plus goofy. Ça m'a donné envie de la regarder parce que je trouve que c'est beaucoup plus, je veux dire, intelligent si tu mets un contexte historique derrière. Ça me donne vraiment envie le côté historique. Moi, je trouve que plus tu vas dans les saisons, contrairement à la plupart des séries, plus on rentre, plus ils abordent des sujets sérieux et plus le côté romance, le côté histoire fictive disparaît au profit de mettre en avant l'histoire réelle. On utilise l'histoire de ces 5 femmes pour montrer des réalités qui ont vraiment existé, comme des camps d'internement, ceux qui refusaient de se battre pour l'un des deux côtés, ils se faisaient fusiller, enfin... Tu pouvais très bien habiter à côté avoir des voisins qui sont complètement à l'opposé de tes convictions, et en fait ça t'amène à tuer ton voisin, quoi. Alors moi c'est Ninon. Alors déjà je tiens à dire que c'est excessivement difficile comme exercice de choisir un objet d'art à présenter parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand j'étais petite, mes parents voulaient absolument, avec moi et ma sœur, faire notre culture cinématographique. Ils nous montraient des extraits de films qu'ils considéraient comme cultes, mais c'était des films souvent excessivement violents, donc ils pouvaient pas nous montrer l'entièreté du film. Donc à chaque fois, ils nous montraient le début du film ou un passage du film, en nous disant voilà, ça faudra absolument que vous regardiez ça quand vous seriez grande. Du coup, quand je suis devenue grande, j'étais très contente parce que j'ai pu regarder l'entièreté des films. Je pense notamment à Drive. C'était la scène dans le strip club là. Oui, bah voilà, ça par exemple, ça j'avais pas le droit de voir par exemple, mais ils montraient toujours la scène du début où c'est il va chercher les voleurs. Et du coup,
ce que je vais vous présenter, c'est le début de Quentin Tarantino qui s'appelle Inglourious Bastard. Et je vais juste parler de la scène du début parce que après quand j'ai grandi, du coup, j'ai pu regarder la suite du film. Je me suis sentie très très grande et j'ai moins aimé la suite du film. Donc pour présenter un peu la scène, donc c'est le début du film, c'est vraiment le tout début. On est dans la Seconde Guerre mondiale. L'histoire se passe en France sous l'occupation nazie. Ça commence, on voit une famille, des fermiers il me semble, qui élèvent des chèvres si je ne dis pas de bêtises. Le père de famille il coupe du bois et on voit arriver des voitures de nazis. Il y a un peu une activation dans la famille, etc. La famille cache des juifs et les invite quand les Allemands arrivent à se cacher sous le plancher. Donc on voit que les Allemands arrivent. Malheureusement, j'ai pas le nom de l'acteur, je vais essayer de le retrouver. Vous voyez le nom de l'acteur qui joue le nazi ou pas? Il joue toujours les méchants. Oui, celui qui... Parce qu'il a une tête de nazi un peu. Mais même son blaze, il fait peur. Genre tout fait peur avec ce gars. C'est lui, c'est Christophe Waltz. Et donc en fait, il joue excessivement bien. Il commence à lui parler comme si de rien n'était, comme si juste il avait envie de faire une pause de sa journée de nazi bien chargée probablement. À un moment donné, il lui demande qu'on lui serve un verre de lait. J'aime beaucoup cette scène parce qu'il y a vraiment beaucoup de suspense par la musique et par l'ambiance et par les gros plans sur le fermier et sur les filles du fermier qui servent le lait. On voit aussi les juifs qui sont sous le parquet. Pour raconter la suite de la scène, le nazi en fait il change de langue de façon à ce que les juifs n'entendent pas en lui disant je sais que vous cachez des juifs, donc ce qu'on va faire c'est que vous allez montrer où ils sont. Le fermier il comprend qu'il n'a pas vraiment le choix, donc il rechange la langue de manière à ce que les juifs comprennent, et là le nazi reprend son discours de comme il faisait genre qu'il était vraiment juste là pour boire du lait, etc. Il se déplace un peu dans la maison, donc fait rentrer ses hommes discrètement puisque du coup le fermier lui indique où sont les gens. Du coup il fusille tous les juifs depuis le dessus du parquet, et on voit cette fille qui court au loin, qui s'appelle Souchana je crois, une juive qui a réussi à s'en aller, à courir pour s'échapper. Donc la scène se termine comme ça. Du coup ça annonce toute la suite du film où ensuite ce sera un des protagonistes principaux. Je ne pouvais pas voir la suite du film, donc j'essayais de m'imaginer un peu la vie de ces personnages, tout ça, et donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette scène. Vous avez déjà vu Inglourious Bastard? Oui. Moi j'ai vu que la scène d'intro du coup. Je devais faire un truc et du coup j'ai fait bon bah je regarderai plus tard. Et j'étais en mode. Bah la scène d'introduction je trouve elle est excessivement détachée du reste du film et de l'ambiance du film parce qu'après genre vraiment c'est juste des Américains, c'est assez humoristique et tout. Mais moi j'ai une question, tes parents ils voulaient pas que tu vois les scènes de violence et ils t'ont laissé voir la première scène où ils fusillaient des juifs? Parce que c'était pas si violent. Quand ils tabassent le mec, ça c'est vraiment violent. Ouais mais si t'avais genre 5 ans... Non j'avais... Bah... J'ai vu Coraline les boutons à 5 ans, je trouve ça violent tu vois. J'avais pas 5 ans mais j'en avais peut-être 10 tu vois. À geler. Bon on n'a pas tout début mais voilà. Donc là il parle en anglais, plus en français. Il a trop une tête de nazi. Ce mec fait peur. Ah voilà c'est ça la musique. Tu regardais ça que t'avais moins de 10 ans? La musique elle est folle. C'est violent quand même. C'était Saraswati, on est très content de avoir réalisé ce premier podcast de la nouvelle année, on espère qu'il vous a plu. Vous pouvez vous abonner à Saraswati sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, même YouTube. On espère vous retrouver au plus vite. Bisous! Et merci à tous ceux qui ont participé. Oui, c'est vrai, merci à vous.